Imaginez ceci. Vous vivez en 1911, à une époque où le modèle Ford T devient rapidement l'automobile la plus vendue en Amérique. Mais cela n'a pas d'importance pour vous, car vous vous sentez au sommet du monde. Tout le monde vous aime et vous considère comme le meilleur pilote de course du pays. Votre renommée et votre popularité vous conduisent à vous associer et à créer votre propre entreprise automobile, qui porte même votre nom. Vous devez être très fier de vous, car en quelques années seulement, votre entreprise va dépasser Ford sur le marché et dominer les ventes d'automobiles, générant ainsi d'importants bénéfices. Le seul problème maintenant, que vous ne faites plus partie de l'entreprise. Au lieu de cela, vous vous retrouvez au chômage, luttant pour survivre pendant la pire crise économique de l'histoire, la Grande Dépression. Alors que votre ancienne entreprise génère des millions de dollars, vous vous retrouvez à travailler dans son usine, gagnant à peine de quoi survivre. Telle est l'histoire tragique de Chevrolet Motors et du cofondateur qui porte le nom de l'entreprise, Louis Chevrolet. Louis Chevrolet est né le 25 décembre 1878 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, mais a passé une grande partie de son enfance dans les petits villages du Jura. Deuxième fils d'une famille de 7 enfants, Louis travaille aux côtés de son père, Joseph Chevrolet, qui s'occupe de la famille en travaillant dans l'industrie horlogère. Lorsque Louis a 9 ans, la famille subit une crise économique. Elle doit alors quitter sa ville natale et s'installer à Beaune, en France. Là, son père ouvre un nouveau magasin d'horlogerie, mais il ne rapporte pas assez d'argent pour nourrir une famille de 9 personnes. Au fil du temps, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour la famille suisse, à tel point qu'il passe même des jours sans manger. Louis abandonne alors l'école à l'âge de 11 ans et trouve un emploi à l'atelier de bicyclette Robin, spécialisé dans la réparation de bicyclettes et de voitures. Il y apprend rapidement toutes les bases et commence à réparer des bicyclettes dès son plus jeune âge. À l'âge de 16 ans, Louis a conçu sa propre bicyclette, la Frontenac, qu'il conduit dans de nombreuses courses locales en ville et termine souvent à la première place. Son talent et ses victoires permettent non seulement de nourrir sa famille en difficulté, mais aussi de faire naître chez le jeune mécanicien une passion pour la vitesse. Un jour, au printemps 1897, Louis est envoyé à l'hôtel de la Poste pour réparer un tricycle à vapeur appartenant à un Américain. Ce tricycle était l'une des premières automobiles de l'époque et faisait sensation dans la région. À son arrivée, Louis est époustouflé par ce qu'il vient de voir et tombe instantanément amoureux de l'automobile. Et l'Américain, dont il avait habilement réparé le tricycle, n'était autre que William Kissam Vanderbilt, petit-fils de Cornelius Vanderbilt, l'un des hommes les plus riches de son époque. Vanderbilt est impressionné par les compétences et le talent du jeune Chevrolet et l'encourage à venir en Amérique. Ainsi, après son voyage à l'hôtel de la Poste, Louis Chevrolet commence à rêver de traverser l'océan Atlantique. En 1899, Louis termine la conception d'une autre bicyclette, le Gladiateur. Cette pièce est si impressionnante qu'elle attire l'attention d'un directeur de l'usine d'automobile d'Arac qui engage Louis pour travailler à l'usine de la société à Paris. Pendant son séjour à Darac, Louis Chevrolet apprend rapidement les bases de l'ingénierie automobile et se spécialise dans le moteur à combustion interne. Selon certaines rumeurs, il aurait également travaillé pour d'autres usines, notamment de Dion-Bouton, l'un des plus célèbres constructeurs automobiles français de l'époque. Que ce soit vrai ou non, ce n'était qu'un pas de plus vers la réalisation de son rêve d'aller en Amérique. Avec l'argent qu'il gagne à Paris, Louis traverse l'océan Atlantique à l'âge de 21 ans et arrive à la ville de Montréal, au Canada, avant de s'installer à New York en 1901. Une fois à New York, Louis trouve un emploi à la succursale américaine de Dion-Bouton. Mais malheureusement, la succursale est fermée l'année suivante et Chevrolet a du mal à trouver un nouvel emploi au cours des mois qui suivent. À la même époque, son père décède et Louis encourage sa famille restante à venir en Amérique. Au cours des années suivantes, Chevrolet se bat pour gagner de l'argent en travaillant dans divers petits ateliers et même en prenant un emploi à temps partiel en tant que chauffeur pour joindre les deux bouts. Mais tout cela va changer en 1905. Cette année-là, Chevrolet rejoint la branche américaine du constructeur automobile italien Fiat. À l'époque, Fiat est en passe de devenir l'une des principales entreprises automobiles au monde et Louis est engagé pour faire ce qu'il aime le plus, participer à l'équipe de course automobile de l'entreprise. Pendant son séjour chez Fiat, son obsession pour les moteurs atteint de nouveaux sommets et il se forge rapidement une réputation de coureur audacieux qui ne se soucie guère de sa propre sécurité.
Sa première expérience sur la piste a eu lieu lorsqu'il a eu la chance de conduire une Fiat sous-motorisée lors d'une épreuve chronométrée à Morris Park. À la surprise générale, il bat le record du monde du kilomètre. Louis retourne sur le circuit quelques mois plus tard, mais cette fois dans une course en tête-à-tête avec certains des meilleurs pilotes du pays. Il s'agit d'un événement très médiatisé et, après avoir battu le record du kilomètre, beaucoup de gens attendent avec impatience de voir comment Chevrolet se comporterait dans une véritable course. Et il ne déçoit pas, remportant la première place. Cette victoire lui a valu une plus grande popularité et a même fait l'objet d'un article dans le célèbre journal The New York Times. Outre sa moustache, Chevrolet était un homme fort et musclé, et cette force l'a vraiment aidé dans ses courses. Les voitures de course de l'époque étaient plutôt des monstres qu'il fallait combattre sur la piste, car les suspensions étaient très dures et les amortisseurs n'étaient pas encore aussi souples qu'aujourd'hui. Il ne suffisait pas de savoir conduire une voiture, un bon pilote devait être capable de conquérir sa monture, et Chevrolet était passé maître dans l'art de le faire. En plus d'être un grand coureur, il était aussi un mécanicien brillant. Il comprenait donc ses voitures et les poussait constamment à leurs limites. Avec toutes ces qualités, il n'a pas fallu longtemps pour que le talent de Louis soit remarqué par certains des plus grands acteurs de l'industrie automobile. L'un d'entre eux, John Walter Christie, ingénieur et inventeur réputé, invite Louis à travailler pour son entreprise. Ainsi, après une année passée chez Fiat, Chevrolet déménage à Philadelphie pour commencer son nouveau travail à l'usine Christie. C'est là qu'il met au point une nouvelle voiture de course qui introduit un tout nouveau concept, la traction avant. Bien que la traction avant soit un concept brillant et très en avance sur son temps, il s'agit toujours d'un travail en cours, et John Christie n'a jamais obtenu le succès qu'il espérait sur les circuits de course. Néanmoins, le temps passé par Louis dans l'entreprise lui a permis d'approfondir ses connaissances en matière d'ingénierie automobile. Dans les années qui suivent, Louis continue de participer à de nombreuses grandes courses de son époque, notamment les Vanderbilt Cup Races et les Indianapolis 500. Après avoir remporté plusieurs victoires sur la piste et battu de nombreux records, il devient une figure publique et reçoit même le surnom de The Daredevil Frenchman, qui signifie en français « le français téméraire ». En 1909, Louis termine deuxième meilleur pilote du championnat américain. Mais malgré tous ses succès spectaculaires sur la piste, Chevrolet a payé un lourd tribut à sa carrière de pilote. On dit qu'il a passé une grande partie de son temps dans des lits d'hôpitaux à cause de divers accidents, et certains de ses mécaniciens de course n'ont même pas eu la même chance que lui et ont été tués sur la piste. Les talents de pilote de Chevrolet finissent par attirer l'attention de l'homme d'affaires William Durant, l'un des fondateurs de General Motors et propriétaire de la Buick Motor Company. Il engage d'abord Louis dans son écurie de course Buick, mais finit par faire quelque chose de plus grand encore, fonder l'une des plus grandes entreprises automobiles de la planète. Lorsque William Durant, cofondateur de General Motors, a été licencié de son poste de direction dans sa propre entreprise en raison d'une crise financière, il a immédiatement commencé à élaborer des plans pour réintégrer l'industrie automobile. L'occasion se présente lorsqu'il recrute Louis Chevrolet pour son équipe de course Buick. Outre les performances de Louis sur la piste, son nom devient de plus en plus populaire dans le pays, ce qui donne une idée à William Durant. C'était le nom idéal pour créer une nouvelle marque de voiture. Monsieur Durant organise une réunion avec Louis, au cours de laquelle il lui propose de créer ensemble une entreprise automobile. Louis accepte et, avec son frère Arthur, il s'associe à William Durant et fonde la Chevrolet Motor Company en 1911. Le projet est simple. Les frères Chevrolet s'occupent de la conception du véhicule, tandis que William se concentre sur le marketing. Louis se met immédiatement au travail et, avec l'aide de son ami intime, Étienne Planche, il passe plus de 6 mois à concevoir une élégante voiture à 6 cylindres qui prouve à tout le monde que les capacités de Louis en matière de design sont aussi bonnes que son talent pour la course. Le résultat fut la Classic Six, la toute première voiture Chevrolet à porter le nom de son concepteur. Connue également sous le nom de Type C, elle était équipée d'un moteur de 4,8 litres de cylindrée qui, à l'époque, était l'un des plus gros moteurs de son genre et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 65 miles par heure. Elle a été présentée au public en 1913 au prix de 2 250 $, soit 70 000 $ en monnaie d'aujourd'hui. La Chevrolet Classic Six est reconnue comme une voiture de luxe, mais en termes de vente, on pense que seulement 500 voitures ont été produites au cours de la première année. Bien que Louis soit fier de sa création, William n'est pas satisfait. Ils se rencontrent pour discuter de l'avenir de Chevrolet Motors. Louis veut construire des voitures de course pour l'entreprise, mais William n'est pas d'accord.
et insiste sur le fait qu'il devrait se concentrer sur des voitures plus simples et moins chères, comme Henry Ford l'a prouvé avec son modèle T. Il tente de convaincre Louis que cette stratégie rapportera beaucoup d'argent et fera de la marque Chevrolet une institution. Mais Louis insiste sur le fait que sa marque est synonyme de course automobile. Leur réunion n'a jamais été totalement résolue et ils ont laissé leurs arguments pour un autre jour. Louis continue de parcourir le pays pour promouvoir sa voiture, puis fait une courte pause pour visiter sa ville natale en Europe. Mais à son retour de voyage, William avait déjà restructuré l'entreprise en construisant des voitures à petit budget sans l'accord de Louis. Louis s'est senti insulté et une nouvelle dispute a éclaté entre les deux fondateurs. L'histoire raconte que William Durant a dit à Louis d'arrêter de fumer son cigare bon marché et d'opter pour quelque chose de plus exclusif, d'autant plus qu'il était désormais dirigeant d'une entreprise qui avait beaucoup de potentiel. La femme de Durant a alors déclaré que ce n'était pas tant la marque de cigarettes que son mari n'aimait pas, mais la façon dont Chevrolet les tenait au coin de sa bouche. Ce commentaire a tellement blessé Louis qu'il a dit à William « Je t'ai vendu ma voiture, je t'ai vendu mon nom, mais je ne te vendrai jamais ma personnalité !» Après ce désaccord, Louis sent que son influence dans l'entreprise s'estompe. Il quitte donc l'entreprise et retourne à ce qu'il aime le plus, les courses automobiles. Mais en 1915, Louis prend une décision qui lui coûtera tout son avenir. Il vend sa participation dans la société et laisse passer l'occasion de devenir l'un des hommes les plus riches d'Amérique. William Durant est alors devenu le propriétaire majoritaire de Chevrolet Motors et est libre de faire ce qu'il veut de l'entreprise. Il poursuit donc ses projets de création d'automobiles économiques, tandis que Louis s'adonne à sa passion première, la construction de voitures de course. En raison de son départ, la Chevrolet Classic 6 a été la première et la seule voiture produite pendant la période où Louis travaillait dans l'entreprise. Il est probable que Louis n'ait jamais imaginé que Chevrolet deviendrait rapidement l'une des plus grandes marques de voitures de l'industrie. Il n'y avait aucune raison pour qu'il reste dans une entreprise à laquelle il ne croyait plus. Louis utilise tout l'argent de la vente de ses actions pour fonder une nouvelle société appelée Frontenac Motors en 1915. Il consacre tout son temps et son énergie à la conception de voitures incroyablement rapides et, au cours des années suivantes, ces voitures remportent un vif succès sur les circuits. Louis et son jeune frère Gaston règnent sur les circuits pendant de nombreuses saisons, grâce à leur ingénierie. En 1920, les frères remportent le trophée de la première place dans la plus grande course du pays, l'Indianapolis 500. Mais alors que Louis pensait que de grandes choses allaient se produire, il n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait suivre. En 1922, le plus jeune des frères Chevrolet, Gaston, a un accident lors d'une course à Beverly Hills où il perd la vie. Louis est profondément attristé et si inconsolable de la perte de son jeune frère qu'il jure de ne plus jamais participer à une course. Après cela, sa fortune a commencé à s'effriter. Sa société, Frontenac Motors, avait pour projet de construire un prototype de voiture de tourisme avec l'aide d'autres investisseurs. Mais soudain, un énorme scandale éclata à Wall Street autour de ces investisseurs, les obligeant à se retirer de l'affaire, laissant Louis coincé avec tous les coûts de développement du prototype. Peu après, il n'a d'autre choix que de déposer le bilan. Il s'associe néanmoins à son frère Arthur et fonde la Chevrolet Brothers Manufacturing Company, où il se concentre sur le développement de moteurs pour les automobiles et les avions légers. La société commence à se développer au cours des années suivantes et étend même ses distributions au Canada, à l'Angleterre et même à l'Australie. Mais avec l'arrivée de la Grande Dépression, leur nouvelle société ne dure que quelques années. Louis Chevrolet tente ensuite de créer une entreprise aéronautique à Indianapolis, mais celle-ci doit également fermer ses portes en raison de la crise économique. Chevrolet Motors, de son côté, vendait plus de véhicules que Ford au début des années 1930 grâce à son nouveau modèle, la Chevrolet International. Le logo de l'entreprise devient rapidement une marque reconnaissable dans tout le pays. À cette époque, Ford, Chevrolet et Chrysler sont les 3 premiers vendeurs d'automobiles aux États-Unis et génèrent beaucoup de profits. Malheureusement pour William Durant, il ne fait plus partie de Chevrolet non plus, en raison de plusieurs acquisitions qu'il a faites pendant son séjour dans l'entreprise, ce qui l'a amené à s'endetter lourdement et à être finalement racheté par l'entreprise en 1920. Dans les années 1930, Louis Chevrolet vieillit et perd ses forces, au point de ne plus avoir assez d'énergie pour créer une nouvelle entreprise. Il se retrouve pauvre et au chômage, pendant la pire crise économique qu'ait connue l'Amérique. Faute de mieux, il retourne travailler dans l'entreprise Chevrolet en pleine expansion, celle-là même qu'il avait fondée. Il n'a pas reçu d'accueil triomphal et a été embauché comme simple mécanicien sur la chaîne de montage de l'entreprise. À cette époque, Louis est atteint d'athérosclérose et sa santé se dégrade rapidement.
au point qu'en 1938, cette maladie l'oblige à se faire amputer une jambe pour survivre, ce qui le contraint à prendre sa retraite. Sans argent pour couvrir ses problèmes de santé, il meurt en 1941, à l'âge de 63 ans, d'une crise cardiaque. Son frère Arthur tombera dans une profonde dépression et s'enlèvera la vie quelques années plus tard. Après la mort tragique de son fondateur, Chevrolet Motors a continué à dominer les ventes d'automobiles et a atteint son apogée dans les années 1950 et 1960. C'est à cette époque qu'elle introduit la Corvette, en 1953. Un véhicule remarquablement sportif, construit en fibre de verre plutôt qu'en acier, ce qui facilite la conception des formes rondes de la carrosserie de la voiture. Ce nouveau phénomène a été l'une des premières voitures de sport de série aux États-Unis et a été le premier à connaître le succès et la popularité dans tout le pays. Le succès de l'entreprise a été suivi par le lancement de son meilleur modèle, la Chevrolet Impala, qui a rapidement connu un grand succès dans tout le pays, grâce à son incroyable design allongé et à ses caractéristiques étonnantes. L'Impala a même battu le record mondial du plus grand nombre de modèles vendus en une année sur le marché américain, avec plus d'1 million de modèles vendus en 1965 et 1966, un record qui n'a toujours pas été battu ce jour. Voici l'histoire de Chevrolet et le destin tragique de son fondateur. Bien que la vie de Louis ait été pleine d'aventures et de moments épiques, beaucoup de gens ne connaissent pas encore toute son histoire. Aujourd'hui, il est enterré au cimetière Holy Cross d'Indianapolis, à proximité du circuit de course automobile, où il a été une légende.